Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, nous sommes le lundi 3 mai 2021. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là, il s'est servi. C'est tout. Pendant des années, elle ne s'était pas exprimée. Gaëlle L'Enfant, une élue d'Aix-en-Provence, raconte l'agression sexuelle qu'elle dit avoir subie de la part du polémiste Éric Zemmour, aussi accusé par d'autres femmes. Son témoignage exclusif dans notre émission. Leurs emplois, eux, sont menacés de disparaître. Les 280 employés de la fonderie MBF dans le Jura retiennent leur souffle avec la pandémie. La désindustrialisation en France s'aggrave. Notre reportage auprès de ces salariés inquiets et le regard de notre invité Thomas Porcher dans son livre Les Délaissés. Cet économiste alerte sur l'oubli des classes populaires par les partis de gauche notamment et propose des mesures pour remettre l'économie au service de l'humain. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Elle s'appelle Gaëlle L'Enfant. Le 24 avril, cette élue d'Aix-en-Provence a publié un post sur Facebook dans lequel elle accuse Éric Zemmour de l'avoir agressé il y a plus de 15 ans en marge de l'université d'été du PS à La Rochelle. « Je me lève », raconte-t-elle, il se lève aussi, m'attrape par le cou, me dit « Cette robe te va très bien, tu sais », et m'embrasse, de force. Je me suis trouvé tellement sidéré que je n'ai rien pu faire d'autre que le repousser et m'enfuir en courant, trembler, pleurer, me demander ce que j'avais bien pu faire. Un post rédigé des années après cette agression qu'elle a écrit après l'apparition dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, sa ville, d'une grande affiche avec le visage d'Éric Zemmour, animateur de télévision sur CNews et journaliste au Figaro, devenu, vous le savez, la coqueluche de l'extrême droite. Pour la première fois, Gaëlle L'Enfant a accepté de prendre la parole à un témoignage exclusif diffusé hier soir sur Mediapart. Lénaïque Bredou et Youmni Kezouf se sont rendus chez elle en fin de semaine dernière. La jeune femme raconte à nouveau pourquoi elle a témoigné. Il n'y a tellement pas eu de signe. Je n'ai tellement laissé aucune ouverture. Il ne s'était tellement rien passé que ça m'est tombé sur la tête comme si un orage soudain arrivait et que je me prenais la foudre dessus, quoi. Cette histoire-là, je l'ai racontée à plusieurs personnes, à des proches, à d'autres militantes féministes comme moi. Donc c'était pas une histoire, j'en ai pas fait un tabou, mais évidemment, j'ai pas porté ça de façon publique. Et puis, samedi dernier, lorsque dans ma ville, à Aix-en-Provence, j'ai vu cet énorme affichage de Zemmour, c'est un énorme panneau avec la tête d'Éric Zemmour et l'adresse de son site pour la présidentielle 2022, exactement. Mais ça m'a beaucoup remué, cette histoire-là, et il s'est passé je sais pas si c'est un phénomène psychologique, sans doute des psys pourraient expliquer ça. En tout cas, je me suis retrouvée dans une bulle. Vraiment, je me suis retrouvée comme une autre moi-même et j'ai eu besoin cette fois de raconter publiquement sur un réseau social, sur ma page publique, ce qui s'était passé, de sortir ça de simplement mon cercle privé. Gaëlle L'Enfant raconte aussi avoir reçu depuis des menaces. J'ai porté plainte contre ces menaces. Vous pouvez dire de quel ordre sont ces menaces ? J'ai reçu des insultes, des injures et j'ai reçu également des menaces de mort, notamment un commentaire en particulier que j'ai signalé en particulier à la police et qui dit à peu près ceci: ces féministes de merde le paieront dans leur chair, quitte à ce qu'il y ait des victimes innocentes comme la secrétaire de Rambouillet, ce ne seront que des victimes collatérales. Je ne cite pas exactement, mais c'est à peu près les propos qui sont dits. Alors que certains ont minimisé ce qu'elle rapporte ou bien crient carrément au complot, elle tient à envoyer un message. Que ce soit un baiser forcé et non pas volé, un baiser forcé, un viol ou tout autre type d'agression, chaque femme qui a été agressée sait très bien de quoi je parle et sait très bien ce que c'est que cette salissure et cette honte, en fait. Et en fait, ça n'a pas lieu d'être. C'est à eux d'avoir honte. Et c'est à eux de ne plus faire ça. Donc, moi, je dirais aussi à tous ceux là qui me disent « Oh là là, toutes ces histoires pour ça », mais ne faites pas ça avec les femmes, en fait. Hein. Un autre moment fort dans cet entretien, celui où Gaëlle L'Enfant fait le lien entre le comportement qu'elle décrit et la façon dont Éric Zemmour parle des femmes. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres femmes, en fait, qui ont vécu ça avec lui. C'est ce que j'écris dans mon post. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là, il s'est servi. C'est tout. Et de toute façon, on voit bien ce qu'il dit des femmes. On voit bien que pour lui, les femmes
ne sont pas des hommes comme les autres, ce sont des sous-hommes, ce sont des objets. Donc on se sert d'un objet. Car sur le sujet, Monsieur Zemmour a une théorie bien particulière exposée en 2009 sur la chaîne KTO. Il y a une sexualité de prédateur masculin qui est à l'origine de l'humanité et qui repose sur la violence, qui repose... C'est le coq dans son poulailler, oui, ça c'est... Exactement, c'est classique, exactement, cet animal, oui, qui repose sur le papillonnage, qui repose sur la distinction entre l'acte sexuel et l'amour, et l'engagement, et qui repose sur l'absence de possessivité. On est d'accord ? Il y a un autre modèle, qui est le modèle que j'appelle féminin, qui repose sur la fidélité, le respect, l'amour et la possessivité. Et ces deux modèles antithétiques s'affrontent depuis toujours. Cette dialectique permanente explique, d'après moi, beaucoup mieux que nos théories modernes sur la soumission de la femme, etc., l'histoire entre les hommes et les femmes. Une théorie sexiste et masculiniste qu'il répète partout. Qu'il y a un lien, alors là on remonte à la nuit des temps, entre le pouvoir et la virilité. Je pense que en fait, les hommes ont inventé le pouvoir. Mais ça vous inquiète, rassurez-moi. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Mais bien sûr que si, sinon il se dilapide. Éric Zemmour, porte-parole autoproclamé d'un soi-disant modèle français de galanterie et de séduction. Pour les féministes américaines, tous les usages de la galanterie française, les portes ouvertes, les après vous madame, les jeux de la séduction et du libertinage ne sont que l'habillage sournois du prédateur masculin pour enchaîner son esclave féminine. Éric Zemmour, bien sûr, opposé aux lois contre le harcèlement sexuel. Aujourd'hui, le fait d'avoir dans un atelier une photo de femme nue, c'est du harcèlement sexuel pour la nouvelle législation européenne. Le fait de faire une plaisanterie grivoise, c'est du harcèlement sexuel. Et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est déjà comme ça depuis longtemps. N'importe quoi. Éric Zemmour, Calimero de la masculinité, qui dit tout haut sur les plateaux télé ce que les hommes, les vrais, pensent tout bas. Éric Zemmour, sauf à accepter d'être catalogué comme réactionnaire ou pire encore comme ringard, peut-on exprimer de telles opinions dans les médias aujourd'hui ? On peut toujours. Ce qu'il y a, c'est qu'on sera effectivement insulté, ostracisé, on choquera beaucoup, on sera sifflé parce qu'il y a toujours du public. Et ces propos-là, les derniers propos, ont d'ailleurs été tenus en 2005, l'année même où il aurait embrassé de force Gaëlle L'Enfant à l'université d'été du PS. Alors Gaëlle L'Enfant n'est pas la seule à rapporter de tels comportements. Sur Mediapart, Lénaïque Bredou, Marine Turchi et David Perrotin ont rapporté le témoignage d'autres femmes. Par exemple, la journaliste belge Aurore Van Opstal qui a apporté son témoignage après avoir lu celui de Gaëlle L'Enfant. Elle affirme qu'Éric Zemmour lui aurait caressé le genou avec sa main sous la table d'un café en 2019, remontant jusqu'à l'entrejambe. Il a fait 2 allers-retours. J'étais tétanisé, sous le choc. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Je le connaissais depuis 3 minutes. Il avait 60 ans. J'en avais 29. Témoignage anonyme, celui aussi d'Anne, une jeune journaliste qu'il a rencontrée en 2005. Elle s'est replongée dans son journal intime après cette rencontre où elle écrivait « Il m'a demandé de le remercier autrement. S'est penché et m'a embrassé. Il a mis sa langue et tout. Je l'ai repoussé encore, mais pas assez franchement. Quand nous sommes sortis du café, il m'a réembrassé, je me suis laissé faire. J'étais paniqué quand je suis rentré. » Témoignage également d'anciennes salariées d'ITélé, l'ancêtre de CNews où Zemmour a longtemps officié, notamment celui de Nathalie, une maquilleuse, plaquée contre le mur selon son récit. « Mais tu comprends pas que j'ai envie de baiser avec toi », lui aurait dit Éric Zemmour. Et d'autres témoignages encore à retrouver dans l'article de nos confrères. Alors une précision, Éric Zemmour a bien évidemment été contacté avant la publication de l'enquête de Mediapart. Ce dimanche encore, avant la diffusion du témoignage de Gaëlle L'Enfant que vous venez de voir, des questions lui ont été adressées. Sa réponse, je ne répondrai pas dans vos colonnes, je ne vous répondrai pas. Tout de suite, notre invité, l'économiste Thomas Porcher. Bonjour Thomas Porcher. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Alerte Libre. Vous êtes docteur en économie, membre des économistes atterrés, auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, le dernier, Les Délaissés. Comment transformer un bloc divisé en force majoritaire, paru l'an dernier, qui vient tout juste d'être réédité en poche aux éditions Pluriel. Et avec moi, Christophe Gueniot, de la rédaction d'Alerte Libre. Salut. Salut Mathieu. Votre livre, Les Délaissés, tous ces mondes sociaux que les élites, les politiques et souvent malheureusement les politiques de gauche, quand ils sont au pouvoir, ne regardent plus. Je l'ai dit, ce sont les gilets jaunes, les agriculteurs aux prises avec l'agro-business, mais aussi les cadres précarisés qui
exercent ce que l'anthropologue David Graeber a appelé les boulots à la con, les bullshit jobs, où on ne s'épanouit pas, où on est précarisé. Ce sont des millions de Français, ces gens-là, malgré leurs différences sociologiques, parfois politiques, qu'ont-ils en commun ? Ils ont en commun, malgré ces différences, comme vous avez dit, sociales, géographiques, culturelles, ils ont en fait en commun qu'ils sont victimes du modèle économique tel qu'il fonctionne, tel qu'il est actuellement, à différents niveaux, mais ils sont tous victimes. Un cadre aujourd'hui qui débute, il débute à un peu plus de 2000 €. 80% des cadres trouvent leur premier, enfin en école de commerce plutôt, trouvent leur premier, ou en bac plus 5, économie-gestion, trouvent leur premier emploi en Ile-de-France. Et avec ce salaire-là, ils vivent dans un studio ou un 2 pièces. Donc vous pouvez leur dire, vous faites partie des 30% les plus riches en revenus. S'ils n'ont pas de patrimoine, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Et de manière générale, quand on regarde le salaire ces 15 dernières années, le salaire net, avec l'augmentation de l'immobilier, ces cadres-là sont plus pauvres. Et puis de l'autre côté, vous avez les habitants des banlieues et les habitants des territoires qui ont subi la mondialisation, l'austérité budgétaire, la financiarisation de l'économie, on va en parler aujourd'hui dans votre reportage, et qui connaissent le chômage, la perte d'activité et donc la pauvreté. Donc en réalité, il faudrait que ces gens comprennent qu'aujourd'hui, beaucoup de partis les instrumentalisent pour qu'ils s'opposent. Aujourd'hui, la lutte des classes, c'est plus une lutte verticale, c'est une lutte horizontale entre pauvres, avec cette idée que si on retire des moyens à un délaissé, un autre délaissé va se sentir mieux. Ce qui est faux, en fait. La lutte doit être verticale pour une meilleure redistribution des richesses et contre le modèle économique tel qu'il fonctionne. Le jour où les gens auront intégré ça, quel que soit encore une fois, là où ils habitent, leur diplôme et ainsi de suite, ils se rendront compte que le salut se trouvera dans un autre modèle économique que celui qui est imposé depuis une trentaine d'années. Dans la France d'Emmanuel Macron, est-ce que le nombre des délaissés, l'ampleur du délaissement finalement a augmenté ? Oui, très fortement, parce que vous savez, Emmanuel Macron, il a fait à peu près 20 milliards de baisse d'impôts sur les 1% les plus riches avec la réforme de l'ISF, 4 milliards. Les 1% les plus riches, c'est des gens qui détiennent déjà 25% du patrimoine français. Et on leur a offert 4 milliards de baisse de fiscalité. Puis il y a eu la flat tax. La flat tax, c'est une baisse d'impôt sur les revenus financiers. Les 10% les plus riches, c'est eux qui ont le plus de revenus financiers, ce n'est pas les 10% les plus pauvres. Puis il y a eu la baisse d'impôt sur les sociétés. Donc là, il y a eu 20 milliards de baisse d'impôt sur les entreprises et sur les plus riches. Et de l'autre côté, il y a eu 25 milliards de coupes sur la sphère sociale. La santé, l'assurance maladie et l'assurance chômage notamment. Donc là, on voit bien que ce qui a été donné d'un côté a dû être coupé de l'autre, et ce qui a été coupé de l'autre, c'est ça qui fait vivre les classes populaires, les plus pauvres. Enfin, vous savez, les aides sociales, c'est 70% du revenu des 10% les plus pauvres. Et de l'autre côté, on a baissé la fiscalité sur les plus riches et les grandes entreprises. On va regarder d'ailleurs Emmanuel Macron, c'était il y a quelques jours, il se targue d'avoir supprimé l'ISF. Heureusement qu'on a supprimé cette aberration de taxer la réussite quand elle réinvestit sur notre tissu productif. Et vous voyez que tout se tient. Et cette crise, elle révèle quoi ? Qu'on aurait simplement dû faire 10 ou 15 ans plus tôt ce que nous avons fait. Malheureusement, nous avons vécu à plein l'absurdité d'un modèle économique qui n'existait plus. Alors là, ce qu'il oublie de dire, c'est deux choses. C'est déjà qu'une grosse partie des gens qui touchent l'ISF, aujourd'hui, ce n'est pas la réussite, c'est l'héritage, c'est le patrimoine. Aujourd'hui, il vaut mieux bien être que réussir, c'est plus simple. Et donc là, il se trompe. Ce n'est pas la réussite. Quelques start-upers, peut-être, qui côtoient, ont une réussite financière importante quand ils ont vendu leur entreprise. Mais quand on regarde le patrimoine français, c'est un patrimoine d'héritiers majoritairement. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que rien dans sa baisse de fiscalité, dans sa réforme de l'ISF, n'est conditionné à l'investissement. Là, il dit que c'est comme si ça ruisselait tout de suite vers de l'investissement. Vous avez une baisse de fiscalité, vous récupérez 4 milliards, vous allez l'investir. Non, c'est faux. Dans la plupart des cas, vous achetez des actions sur le marché secondaire. Et donc, ça ne profite pas à l'entreprise ou à l'économie réelle. Ça profite à celui qui vous vend les actions. Donc, l'argent va plus dans la spéculation, en fait, dans la finance, que dans l'investissement, dans l'économie réelle. Alors, il y a toujours un start-upper qu'on va trouver, je ne sais pas qui va mettre son argent, effectivement, dans l'économie réelle. Mais dans la majorité des cas, et les premiers rapports le prouvent, alors on dit que c'est trop tôt, mais bon, ce qu'il a fait, c'est pas nouveau, ça a été fait dans d'autres pays, et on a vu le résultat. Donc tout pense à croire, enfin tout prouve en tous les cas que cet argent va dans la financiarisation, et on rachète d'autres actions, et ça va pas dans l'économie réelle. Donc ce qu'il dit là, c'est son schéma qu'il a depuis le début, qui ne remet pas en cause, malgré les études, qui est un schéma qui est complètement biaisé. Et il aurait dû conditionner, ce qu'il n'a jamais fait, il aurait dû conditionner le fait que la réforme de l'ISF, quand on a cette baisse de fiscalité, on soit obligé de le réinvestir, ce qui n'est pas le cas. Alors, économie réelle, justement, on va en parler. Christophe, on va regarder ensemble ton reportage. Tu t'es intéressé au sort de plusieurs fonderies en France en ce moment, et particulièrement une
dans le Jura menacé de fermeture. Oui, alors les fonderies de France, c'est environ 14 000 emplois et depuis quelques mois, c'est une crise sociale à bas bruit. Fin 2020, la fonderie de Poitou a annoncé la fin de l'activité. 292 salariés sont concernés. Peu après, c'est le sort de la fonderie FVM de Villers-la-Montagne, en Meurthe-et-Moselle, qui inquiétait 130 salariés. Mêmes inquiétudes à la fonderie SAM de Viviers dans l'Aveyron. 364 salariés et des discussions avec un potentiel repreneur qui sont au point mort. Tout récemment, ce sont les 350 salariés des fonderies de Bretagne, propriété du constructeur Renault, mais qui veut vendre, qui se sont mobilisés. Et puis, autre dossier en cours, donc celui de MBF dans le Jura. Les quelques 250 salariés de l'entreprise seront fixés le 11 mai sur une éventuelle reprise. Alors, à Saint-Claude, nous nous sommes rendus avec Yumnik Kezouf. Saint-Claude, c'est la capitale de la pipe, comme en témoignent les poubelles publiques, mais c'est surtout une ville très très encaissée dans le Jura. Sur place, MBF est le principal employeur industriel. C'est une ville qui a déjà perdu 2 à 3 000 habitants en 10 ans, dont l'hôpital a été privé de sa maternité et de sa chirurgie, qui a vu une ligne de TER supprimée. Dans le centre-ville, on ne compte pas les commerces à vendre ou à louer. Bref, la ville n'a vraiment pas besoin d'une nouvelle crise sociale, Mathieu. On y produit quoi dans cette fonderie ? Eh bien, c'est une fonderie, mais qui produit de l'aluminium. D'ailleurs, son nom, c'est MBF Aluminium. Laurent Crou, chargé de méthode sur place, nous a fait la visite. On y fabrique des pièces pour Renault et Stellantis, anciennement Peugeot, des pièces pour les moteurs et notamment, avec une toute nouvelle presse, des presses pour les moteurs hybrides. L'usine est occupée par ses salariés depuis 1 mois maintenant. Le 27 avril, un nouveau rendez-vous a eu lieu au tribunal de commerce. Naïli Yalcine, délégué CGT, nous résume la situation. Il y a bien une offre officielle qui a été déposée avec un volet social qui est de 229 salariés repris sur les 257 CDI. Et il y a une lettre d'intention d'un industriel, d'un individuel, je vais dire, qui a fait sa carrière dans l'industrie, mais qui, lui, en fait, se laisse désirer pour pouvoir venir reprendre l'entreprise avec une casse à peu près de 30% de l'effectif. Christiane Benoît, salariée de l'usine depuis 35 ans, dit sa crainte et surtout, elle accuse les constructeurs. Mais ils ne veulent pas nous donner de boulot, alors. Renault, PSA. S'ils ne nous donnent pas de boulot, c'est sûr qu'on ne pourra pas continuer comme ça. C'est dû à quoi, à votre avis, qu'ils ne vous donnent pas de boulot? Comment? Pourquoi ils ne vous donnent pas de boulot? Ah ça, j'en sais rien. Peut-être qu'ils l'envoient ailleurs. Ouais, ils l'envoient en Espagne, à Perpète. Enfin là, puis n'importe comment, ils ne voulaient pas de notre patron. Enfin là, maintenant, on l'a plus. On s'en est débarrassé. L'avenir de l'usine, c'est surtout pour elle l'avenir des salariés, dont certains, au bout d'une longue carrière sur place, n'envisagent pas une quelconque reconversion. Je ne voudrais pas que ça ferme parce que à Saint-Claude, c'est foutu. Si Manzoni ferme, la ville coule, on dit. Moi, j'aimerais finir ma carrière là, moi. Il vous reste combien de temps à peu près de carrière? Il faut que j'aille jusqu'à 62 ans, là, j'aurai 59 ans. D'accord. Il faut que j'aille jusqu'à 62. Vous, si vous entendez parler de plan de reconversion et tout ça, ça vous parle pas vraiment, quoi? Je peux continuer, moi, même si ça tient encore un an, faut que je fais un an, moi. Même s'ils me donnent un chèque pour partir, je pars pas. Non. Je finis ma carrière là, moi. Honnêtement, je ne sais pas du tout aujourd'hui dans quoi me reconvertir. Quand je vais avoir 52 ans, voilà, je suis un peu... ben voilà. C'est la grande question. Aujourd'hui, si MBF ferme, c'est la dernière grosse entreprise qui est plus là. 300 personnes à la porte, ce sera 1000 emplois induits qui seront supprimés dans la vallée, donc ça sera un drame. Ouais. La semaine à venir jusqu'au 11 mai risque donc d'être tendue, comme en témoigne l'ambiance à l'AG de mercredi dernier. Il faut hausser le ton, ça ne veut pas dire d'être violent, hausser le ton, mais si à un moment donné, pour pouvoir se faire entendre et se faire écouter par nos dirigeants, s'il faut en arriver là, j'aurais tendance à vous dire, il faut qu'on y aille. S'il faut aller péter les carreaux de la préfecture pour pouvoir se faire écouter, je ne sais pas s'il faudra le faire, mais voilà. Faudrait peut-être passer à une étape au-dessus. Naïd, il est un peu diplomate, mais moi je vais le dire plus brutalement. S'il faut casser, il faut qu'on casse. S'il faut qu'on aille jusqu'au bout, on ira. S'il faut péter la préfecture, on le fera.
Enfin, quand je dis péter, c'est leur balancer les pièces, hein, c'est pas une bombe. Voilà, commençons par des œufs, des tomates. Christophe, que fait le gouvernement ? Eh bien, il a tenu le 26 avril une réunion à Bercy avec les principaux acteurs de la filière. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé la mise en place d'un fonds de 50 millions d'euros pour aider à la reconversion des salariés de l'ensemble du secteur automobile, avec un maître mot, l'anticipation. Nous allons donc mettre en place un plan d'action spécifique qui doit servir de modèle pour l'ensemble des évolutions industrielles, avec un maître mot, anticiper et ne pas subir. D'ordinaire, nous sommes les champions en France pour laisser venir les difficultés, les subir, avoir ensuite une armée de plans sociaux qui créent beaucoup de dégâts sociaux partout sur le territoire. Là, nous savons qu'il va y avoir des difficultés, nous les anticipons et nous faisons le maximum pour protéger les salariés, ne pas subir et donner à la fonderie française la capacité à se réinventer et à se projeter vers l'avenir. Sauf que pour les salariés, ce n'est pas vraiment une question d'anticipation dans cette affaire. On écoute Naël Yalcine lors de l'AG. 50 millions, là, c'est pour reconvertir les salariés de la fonderie dans d'autres métiers, pour vous accompagner dans la mobilité. Malheureusement, ça veut dire quoi? C'est significatif qu'ils ont acté, je suis désolé de le dire comme ça, mais le fameux projet Roland Berger qui prévoit la suppression de 5200 emplois à horizon 2025, c'est pour financer ce méga plan social à l'échelle nationale. D'accord? Et on le répète, on le redit, nous les salariés d'NBF, en tout cas les salariés au plus large de la filière fonderie, pensent qu'ils ont encore un avenir. Et ce n'est pas de l'argent qu'on veut, ce n'est pas des mesures d'accompagnement, c'est des volumes. Et ces volumes-là, c'est Renault, c'est PSA, c'est d'autres fabricants qui vont nous le donner. Même son de cloche pour Laurent Crou. Le fonds qui a été voté, qui semblerait être pour nous permettre de reconvertir certaines fonderies, nous on n'a pas à être reconvertis puisqu'on est déjà dans l'aluminium léger. Eh ben, on a plutôt l'impression que c'est juste pour aider les salariés au départ et puis voilà, pour éventuellement se convertir dans autre chose. Alors, il y a deux versions. Hein. Qui dit vrai, le gouvernement ou les salariés? La balance penche plutôt, Mathieu, du côté des salariés, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement, comme les constructeurs, s'appuie sur une étude réalisée en juin dernier qui porte sur la filière. C'est le fameux rapport Berger qui n'est pas encore rendu public, mais que nous nous sommes procurés. Et il a le mérite d'être clair. C'est à la page 15. Il faut, selon le cabinet, consolider le secteur avec 2 champions. Et surtout, il faut le faire dans les 3 ans. Et, je cite, accepter qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. L'objectif de cette consolidation, elle est simple, hein, c'est de sauver 2500 emplois sur les 5200 qui seraient détruits selon l'étude si l'on ne fait rien. Plus loin, page 19, le cabinet Berger estime que ces 2 champions devront répartir leur site entre la France, pour environ 40% de la production, l'Allemagne pour 5% et c'est dit tout à fait explicitement dans le document, le reste dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, Portugal, Pologne, Bulgarie, République tchèque. En bref, la solution Berger semble douloureuse mais imparable et c'est bien ce que reproche Naël Yalcine à ce rapport. Cette étude, elle dit tout simplement qu'en France, au niveau de la fonderie, il y a trop d'usines, il y a une surcapacité de production et qu'il faut fermer des usines pour pouvoir, en tout cas, répondre au marché français, alors que c'est totalement faux. Le marché français a de l'avenir. Il suffit uniquement que les constructeurs français décident de relocaliser de l'activité. Et en tout cas, c'est une des questions que nous avons posées aux réalisateurs de cette étude-là, en disant quel serait le niveau de capacité en France si les constructeurs français relocalisaient de l'activité. Et nous n'avons pas de réponse à ces questions-là. Merci Christophe pour cette enquête. Thomas Porcher, beaucoup de choses dans ce reportage. Qu'est-ce qui vous frappe en particulier ? Mais le reportage est très bon, hein, déjà, je le dis, mais moi je ne suis pas du tout surpris, parce que c'est pas là, ce qui se passe dans les fonderies, c'est exactement ce qui s'est passé par exemple dans les raffineries. Mais exactement, là, la surcapacité à la fin, qu'on dit qu'il y a de surcapacité dans les fonderies, on a dit la même chose dans les raffineries, on a fermé la moitié des raffineries en 30 ans en France, avec les mêmes raisons. En condamnant des territoires entiers. Et ça, je l'explique vraiment bien dans le livre. Moi, ces territoires-là, et votre reportage, vraiment, il le montre bien, ont été victimes de ce que j'appelle le triptyque mondialisation, financiarisation, austérité. La mondialisation et la financiarisation, c'est ce qui permet de se séparer des unités les plus fragiles comme ça, pour les déplacer ailleurs, vous voyez, où c'est moins cher, pour qu'ensuite les grandes entreprises
soit quand elles sont intégrées aux grandes entreprises, soit quand elles dépendent des grandes entreprises, en l'occurrence chez nous, les grands constructeurs automobiles, eh ben, eux puissent faire pression sur ces fournisseurs-là en allant chercher des fournisseurs moins chers, dégager plus de profits, dont une grosse partie va aux actionnaires. Et en plus, il y a l'État dans les actionnaires de ces constructeurs automobiles, ce qui est pas, je trouve, très, très, très beau. Ensuite, l'austérité, vous le dites bien, là, les maternités fermées, etc. Alors que normalement, quand la mondialisation a des méfaits sur une partie de la population, l'État doit normalement contrebalancer ça. Or, en même temps, on a pratiqué une politique austéritaire. Donc, on a lâché complètement ces populations. Et c'est exactement ce que je dis dans le livre et ce que montre bien le reportage. Quel discours on leur a offert? Le discours de la formation, de la réadaptation. Et on voit cette pauvre femme qui a 59 ans. Toute sa vie, on l'a spécialisée dans un secteur. Je veux dire, la formation, je ne pense pas qu'elle en a eu beaucoup. Hein. Et maintenant, on lui dit, ah bah, il faut que tu changes, il faut que tu sois mobile, il faut que tu ailles trouver un emploi à Paris, ailleurs, faut que tu... Enfin, faut arrêter. Enfin, tout le monde ne peut pas faire le fonctionnaire des finances et aller chez Rothschild ou commissaire au climat et finir chez Volkswagen. Ça, c'est des politiques qui font ça. Dans la vraie vie, les gens, ils ne font pas ça. C'est plus compliqué. Vous voyez, c'est pas un petit bouton, je te donne 1 million. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Puis ces gens ont acheté des maisons, ils sont endettés, etc. Là, il y a 300 personnes, quand on prend les familles, etc. C'est 1000 personnes d'impactées. Moi, dans le livre, j'explique bien que sur la raffinerie Petroplus, j'avais été invité par les salariés comme ça. Et j'ai été invité dans la bibliothèque de la ville. Et j'étais étonné, en fait, que le jour où je leur présentais les mécanismes, justement, qui faisaient qu'on fermait les raffineries en France, j'étais étonné de voir qu'il y avait des jeunes de 15 ans. Et dans le début d'un chapitre, j'avais attrapé le petit jeune de 15 ans, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, mais c'est le job de mon père. Ça m'intéresse. Et là, c'est des familles entières qui sont condamnées. Donc ce qui se passe là, ça fait 30 ans que ça se passe. Bruno Le Maire, il a l'air de le découvrir, les gens ont l'air de le découvrir. Ils disent qu'il faut anticiper. Bah oui, il faut anticiper. Mais là, qu'est-ce qui cloche là? Ce qui cloche, la première chose, c'est délocaliser où? En Europe. Alors là, il y a un problème. Il y a un vrai problème, c'est que la concurrence fiscale, sociale qui se joue en Europe, à un moment, il va falloir la dénoncer. Ça, c'est non, mais ça, c'est vrai. Et deuxièmement, à un moment, il faut intégrer ce que j'appellerais, moi, une stratégie industrielle, un plan industriel dans la transition énergétique. Normalement, si c'est le cas, vous avez de quoi voir venir, comme dit Bruno Le Maire, parce qu'une transition énergétique, elle se fait sur 20 ans. À l'inverse, quand c'est les jeux du marché, les fluctuations du marché ou le fait de se débarrasser d'unités trop chères pour faire plus de profit, là c'est très brutal. Donc là, à mon avis, je ne sais pas ce que disent les constructeurs, mais ce n'est pas dans une stratégie de transition énergétique, c'est plus dans une stratégie brutale visant à générer plus de profit et à garder les dividendes dans une année où la conjoncture est arrêtée pour les actionnaires. Ouais. Dans votre livre, vous parlez de transition énergétique, justement. Oui. C'était un peu le message des Gilets jaunes, fin du monde, fin du mois. Oui. Comment vous faites des propositions pour des mesures pour remettre l'économie au service de l'humain? Ça passerait pour ces gens-là, par exemple, qui produisent pour l'industrie automobile. Ça passerait par quoi? Quel type de mesures vous proposez qui seraient en accord avec la lutte contre le réchauffement climatique? Mais en fait, je ne sais pas exactement. Enfin, on voit un petit peu dans le rapport, mais aujourd'hui, en fait, tout ce qui est ce qu'on appellerait, pendant très longtemps, on a opposé, y compris même certains de mes camarades, on va dire, de lutte, ont opposé souvent la vieille industrie au nouveau monde. Avec cette idée, voilà, que bon, il y a des choses qui doivent fermer, destruction créatrice, et on doit former les gens pour... En réalité, je pense qu'en France, on a encore besoin de raffineries, quoi qu'on en dise. On a besoin de gens qui travaillent sur le fer, on a besoin de développer des rails, des choses... Donc on a besoin d'une industrie lourde, en réalité, que l'on insérait dans un grand plan de transition énergétique. Et un plan de transition énergétique, vous savez, c'est pas que faire son potager ou son parc à vélo, même si tout ça est très sympathique. C'est aussi, par exemple, rénover les bâtiments. Rénover les bâtiments, il y a 25 millions d'habitations. C'est une des propositions de la Convention citoyenne, centrale voilà, d'ailleurs. Exactement. Et il y a 25 millions de bâtiments à rénover. On en rénove 250 000 par an. Si on en rénove 1 million, ce qui serait un défi déjà majeur, il faut 25 ans pour tout rénover, pour les mettre au top du niveau de consommation d'énergie. Et bien, ça coûterait combien? Ça coûterait 20 milliards par an. C'est ça. Le privé, avec les incitations, ne veut pas y aller. Donc, à un moment, c'est la force publique qui doit le prendre. Et là, vous pouvez créer une filière. C'est des emplois non délocalisables. Vous pouvez faire des filières d'apprentissage, etc., pour ne pas prendre peut-être des travailleurs détachés ou autres. Vous pouvez vraiment faire une vraie filière. Et ça, il faut que ce soit pensé à un moment. Juste, je donne la parole à Christophe après, mais vous avez été conseiller de Benoît Hamon, de Cécile Duflot dans certaines campagnes. Vous avez été même un moment à Place Publique avant les élections européennes que vous avez quitté, mais donc vous avez cette expérience politique. Comment vous expliquez, on est à 1 an de la présidentielle, comment vous expliquez que la gauche, quand elle a été au pouvoir, a toujours finalement failli dans tout ce qu'on décrit, et quelle serait, enfin, comment on réarme
la gauche aujourd'hui, il y a un peu urgence, hein, parce qu'on est quand même à un an de cette échéance présidentielle. Sur les enfin, je sais pas, mais je pense qu'Hollande en plus avait un vrai créneau pour changer les choses, parce que c'était une époque où les pays de l'Europe du Sud étaient plutôt contre les réformes austéritaires. Et il a refusé de porter la confrontation. Il a refusé de porter la confrontation, alors qu'il aurait pu être le leader finalement des pays du Sud. Mais il était tellement complexé d'être avec les pays du Sud qu'il a préféré être le bouffon de l'Allemagne. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Non, mais franchement, c'est ce qu'il a préféré faire. Donc il est venu, il a fait genre. Alors que là, il y avait un vrai créneau possible qui est beaucoup moins possible aujourd'hui. Parce que finalement, l'Italie a fait beaucoup de réformes, l'Espagne a fait beaucoup de réformes. Ils veulent presque que les Français aillent aussi loin. Et puis l'Italie, politiquement, n'est plus avec nous, et ainsi de suite. On a loupé ce coche où il y avait un moment Podemos et où Hollande aurait pu porter quelque chose d'intéressant. Et moi, je pense qu'il serait rentré dans l'histoire. Alors que là, voilà. Il y a un chanteur qui disait on les oubliera tous comme Danny Glover. Bah voilà, c'est un peu ça. Bon, bref, c'est un peu triste, mais bon. Mais je pense qu'il y a une grosse partie des politiques qui a une grosse partie de son temps qui est occupée à savoir comment prendre le pouvoir. Et souvent, prendre le pouvoir, c'est sur quelqu'un de son même camp. Ouais. Et je pense qu'après, sur le reste, ça les intéresse moins. Donc, il y en a beaucoup qui sont sur la posture et ils changent souvent de posture. Il y a quelque chose comme ça, moi, je trouve, dans la politique qui est un peu désolant. Et puis après, il va... Enfin, là dans la réunion, par exemple, il y a eu des gauches la dernière fois, avec des gens très sympathiques. Là, il va falloir... Quel programme il faut là pour nous sortir de la crise? Le programme, pour moi, il est simple. Déjà, il faut faire de la politique contracyclique, c'est-à-dire ne pas hésiter à aller à 15% de déficit pour soutenir l'activité et permettre le rebond. Si on ne va pas aussi loin, si on a une impulsion budgétaire trop faible, comme ça a été le cas après 2008, on va avoir une reprise en racine carrée, c'est-à-dire on reprend un peu et ça stagne. Et c'est ce qui s'est passé pendant 10 ans en France. On a perdu une décennie, on a mis du temps à revenir au même niveau de richesse d'avant-crise, et il y a même des zones qui sont encore plus pauvres qu'avant la crise. Mais ça, c'est pas possible dans le cadre des traités européens. Voilà, donc il faudrait quelqu'un qui soit d'accord là-dessus, et puis après un grand plan d'investissement. C'est ce qui est fait aux États-Unis, hein. C'est pas fait. Là, ce que je dis n'est pas révolutionnaire. Et un grand plan d'investissement pour remettre à niveau le secteur de la santé, qu'on redevienne, ne serait-ce qu'en France, le premier système de soins comme on l'a été au début des années 2000, le premier producteur de médicaments comme on l'a été il y a 20 ans, qu'on développe les transports en commun, qu'on rénove le bâtiment, enfin des vrais plans. Et là, vous auriez vraiment des effets d'entraînement sur les entreprises, les grosses et les petites également. Mais ça, il faut avoir ça en tête. Et je suis pas sûr qu'à la dernière réunion, ils aient parlé de ça. Je pense que la moitié, ils s'en foutent, et l'autre moitié, ils sont pas prêts. Parce que ça nécessite quand même une confrontation, mais une confrontation sur le plan technique, pas de l'empoignade comme ça, une confrontation sur le plan technique avec l'Europe. Parce que je finirai une chose vraiment. Vous dites, il faut faire exploser la matrice de l'Union européenne et être prêt à sortir le cas échéant. Est-ce que la solution, c'est le Frexit que d'autres proposent? Comment vous... Parce que ça, ça provoque des discussions et des clashs à l'intérieur de la gauche, enfin, en tout cas ce qu'on peut considérer comme la gauche aujourd'hui. Je finis une chose et je vous réponds. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre économie en France, et les économies européennes ne sont pas tirées, l'activité n'est pas soutenue n'est pas tirée par les mêmes choses. Chez nous, notre activité est tirée par la consommation. Donc nous avons besoin d'un plan de relance. L'Allemagne, son activité est tirée par les exportations. Donc elle bénéficie des plans de relance voisins. Elle est très contente qu'il y ait un grand plan de relance aux États-Unis, parce qu'elle pourra exporter ses biens aux États-Unis, qui est un grand partenaire. C'est pour ça que l'Allemagne était pour le TAFTA et ainsi de suite. Donc nous, on n'est pas la même chose. Donc on doit déjà aller sur une confrontation là-dessus. C'est-à-dire que l'Europe ne veut pas se contenter que de l'extérieur comme le veut Merkel, on doit aussi faire un plan de relance interne. Donc il y a une confrontation à faire là-dessus, mais vraiment je parle d'une confrontation technique. Et après, sur la manière de le faire, moi je pense toujours à De Gaulle, à Thatcher, qui ont toujours eu gain de cause dans les institutions européennes en y allant franc jeu. Je veux dire, Thatcher, elle a mis un souk pas possible pendant 6 mois avant d'avoir... Voilà, De Gaulle c'est pareil. Donc c'est ça, et c'était des gens plutôt de droite. C'est ça en fait la politique. C'est pas d'accepter quelque chose qui a été contredit par tout le monde et dont on a vu le résultat aujourd'hui, dont on voit le résultat en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le rappelle, hein, l'Italie est plus pauvre qu'il y a 20 ans, la Grèce est plus pauvre qu'il y a 10 ans, l'Espagne et le Portugal sont encore à des niveaux en dessous d'avant-crise. Donc il y a une jeunesse, j'en parle aussi beaucoup, il y a une jeunesse grecque qui est forcée à migrer dans des pays d'Europe du Nord alors qu'elle voudrait rester dans... Enfin, c'est n'importe quoi. Il va falloir à un moment discuter sincèrement du fond. Et aujourd'hui, aucun de nos politiques, et même à gauche, sont prêts à dire... Ils préfèrent même dire... à gauche. Il y en a beaucoup qui disent... moi, il y avait quand même une liste de mes anciens camarades qui s'appelait Envie d'Europe. Enfin, même Macron l'a appelé Renaissance. Il a compris que, eux, Envie d'Europe, de quoi tu parles? Quoi, c'est naïf? C'est un peu cucul-la-praline, là, non? Enfin, je sais pas, on peut pas, quand on regarde les statistiques... vous dites même, dans votre livre, vous croyez même pas qu'il pourrait y avoir une transition écologique sérieuse au niveau de l'Union européenne. Vous dites, en fait, ce sera une usine à gaz, ça va durer trop longtemps, il faut commencer chez nous avec le faire. Déjà, alors, moi, quand j'entends ça, il y a 2 choses qui ont beaucoup marqué la campagne européenne, qui ont été d'ailleurs repris beaucoup par Macron également et par des gens de gauche, c'est la banque pour le climat.
Alors c'est très bien, mais alors la Banque pour le climat, ça finance quoi? Quelle transition énergétique? La transition énergétique allemande, avec les centrales à charbon qui vont derrière les renouvelables, ou la transition à la française avec le nucléaire, dont l'Italie ne veut pas, parce que l'Italie n'a pas de centrale nucléaire. Donc va mettre tout le monde d'accord, une transition énergétique, ça dépend d'un bilan énergétique, et les bilans énergétiques sont historiques et en dehors de l'Europe. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Et après, les financements. Si après c'est transition énergétique unique, monnaie unique, marché unique, ça veut dire quoi? Non. La transition énergétique, elle dépend aussi de la géographie. Nous, on a du vent, on a du soleil au sud, le nord a plus de vent, le sud a plus de soleil. On ne peut pas avoir une transition énergétique unique. Donc, il ne faut pas rentrer dans faut pas avoir des concepts comme ça qui font joli, qui plaisent à tout le monde et qui n'amènent à rien. C'est comme l'annulation de la dette. Hein. C'est un autre. Dernière question, parce qu'on aura l'occasion de toute façon d'avoir à nouveau ces débats, je pense, dans le cadre de la campagne présidentielle. Mais toute dernière question, la gauche, c'est mort pour 2022? Ben, j'espère pas. Non, mais je pense que leur histoire, ça peut marcher, parce que la politique, c'est un concours de beauté aujourd'hui. Donc les gens, ils vont se dire, la plupart des gens, ils lisent pas les programmes, ils se disent... Oui, mais il y a aussi beaucoup d'abstentionnistes qui se sentent délaissés par les politiques et qui juront je pense que ces gens-là, dans votre reportage, l'abstentionniste, je pense que ces gens-là, moi je pense à tous ces gens qui ont vu les politiques défiler de gauche comme de droite, leur promettre monts et merveilles, mais à la fin ne pas faire grand-chose, je ne sais pas pour qui ils vont voter. Et ça me fait peur. Et là, je pense que la gauche, elle peut quand même occuper un espace, parce que c'est un concours de beauté, mais après, sur le fond... Quand je vois, finalement, elle agrège tellement de choses que c'est un peu Macron, Le Pen et le reste du monde qu'on va appeler la gauche, tu vois. Et donc, je ne sais pas quel programme elle va faire. Et dans cette gauche-là qui s'est réunie, il y a des gens qui ont voté loi travail. La loi travail, c'est aussi pour ça qu'ils sont plus facilement au chômage. Hein. Ne l'oublions pas. Qui ont fait campagne pour Macron. Macron, c'est 60 milliards de moins sur la dépense publique. Hein, c'est loi travail numéro 2 et ainsi de suite. Comment on peut s'entendre avec ces gens? Comment en 2 ans on peut changer aussi facilement d'avis? Passer de dire qu'il faut licencier plus facilement les gens pour réembaucher, non, finalement, on est de gauche. Moi, je sais pas, je pense qu'il faut un peu d'honnêteté aujourd'hui, une ligne conductrice. On peut changer, bien sûr, mais il ne faut pas changer tous les ans, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Thomas Porcher, d'être passé par L'air libre, économiste, membre des économistes atterrés. On rappelle votre livre Les Délaissés, il vient de ressortir en poche aux éditions Pluriel. Vous restez avec moi pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, séance de rattrapage, surtout abonnez-vous. Mediapart, vous le savez, est indépendant, pas de pub. Nous ne vous informons que grâce aux abonnements. Nous en avons déjà parlé dans L'air libre et c'est un lien avec ce qu'on vient de dire. Les dégâts de la réforme de l'assurance chômage se confirment. Cécile Hautefeuille a lu de nouvelles études de cas produites par l'UNEDIC. À emploi et salaire égal, des personnes pourront percevoir des allocations, écoutez bien, 50 fois moins élevées que d'autres, 50 fois. Le ministère répond que ces inégalités ne sont pas liées à la réforme. Direction l'Irlande, ou plutôt les Irlandes. 100 ans après la partition du pays, Juliette Delmas raconte depuis Belfast comment ce centenaire cristallise l'opposition entre nationalistes et unionistes à un moment où ces derniers se déchirent sur la scène politique. Enfin, quelques jours après la énième polémique visant Europe Écologie Les Verts, Fabien Escolona et Pauline Groll se penchent sur les vulnérabilités réelles du parti écolo, en cause pour partie leur culture d'outsider du champ politique. Voilà, merci d'avoir suivi L'air libre. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure. Bonne soirée.